Alors on a appris aujourd'hui une triste nouvelle. Michael Gross, le fils de Benjamin et Myriam Gross, aujourd'hui a perdu son fils. Shachar Ben Michael Gross. Il avait une maladie génétique depuis longtemps et donc il venait pas. Ça faisait un moment, voilà, c'était compliqué, c'était difficile, ça faisait un moment que c'était comme ça. Et il est tard aujourd'hui, donc on va faire le cours Leilou Nishmat Shachar Ben Michael Gross. Fermez la porte. Également, on va faire le cours Refoua Shelema de Colette Vida Bat Rosa et de Ilan Shalom Cohen. Amen. Et Nathanaël Ben. Oui. Alors, pour les personnes pour qui c'est la première fois, c'est pas tout à fait un cours de Torah, d'accord? Voilà, je vous préviens. C'est un cours de pensée juive, un cours qui se situe entre la philosophie et la pensée juive. D'accord? Donc ce soir, on va parler de Martin Buber, Martin Mordechai Buber, né à Vienne en 1878. Est mort à Jérusalem en 1965. Avant de commencer, on a vu jusqu'à présent, on a vu Spinoza, Mendelssohn, Rosenzweig, et aujourd'hui Martin Buber. On a vu qu'il y avait une progression. On est parti de Spinoza qui finalement a révolutionné la philosophie et la pensée universelle. Et en tant que juif, a également révolutionné le monde juif, à tel point qu'on en a sorti d'ailleurs. Et puis, il a ouvert, malgré tout ce qu'on peut lui reprocher, il a ouvert finalement le dialogue entre ces deux mondes, entre ces deux cultures, entre le particularisme et l'universalisme. Et c'est finalement la question principale de tous ces penseurs. Est-ce que c'est possible d'être à la fois juif et dans le monde, en dialogue, en relation avec la culture du pays dans lequel on se trouve, ou si on se trouve en Israël, avec les autres pays? C'est une des questions centrales qui préoccupe ces penseurs. Et je pense qu'ils nous parlent particulièrement à nous aujourd'hui. Pour aujourd'hui et pour l'avenir aussi. Ce qu'on a vu avec Mendelssohn, et qui est commun aussi à Martin Buber, comme on va le voir ce soir. Du soldat. Netanel, Ilan, Ben, Shana? Shaina. Ok. Oui. Donc, ce qu'on a vu avec Mendelssohn, c'est qu'il avait été le premier à traduire la Torah, la Bible, en allemand. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, et qu'on a vu déjà la dernière fois avec Franz Rosenzweig, c'est que également, Franz Rosenzweig, avec Martin Buber, qui était son ami, ont également traduit la Bible en allemand. Mais leur geste était fondamentalement différent de celui de Mendelssohn. Pourquoi ? L'envie, en fait, Mendelssohn voulait mettre l'allemand à la portée des juifs du ghetto. Et Franz Rosenzweig et Martin Buber, eux, veulent retranscrire la Bible en allemand à des gens qui ont oublié l'hébreu, en leur faisant retrouver le chemin vers l'hébreu finalement. Et donc ils appellent ça une espèce de translittération. C'est pas vraiment une traduction, ça ressemble beaucoup à la Bible de Chouraki, si vous l'avez déjà ouverte. On avait dit ça la dernière fois. Et c'est un processus qu'ils appellent un processus de germanification. Et on dit que Mendelssohn était le premier
juif allemand. Et on va voir que Martin Buber sera finalement le dernier penseur juif allemand, donc avant la guerre, qui important et reconnu et avoir une place centrale dans cette société allemande. Alors, pour répondre tout de suite à la question qui m'avait déjà été posée, pourquoi est-ce que je parle pour l'instant uniquement de penseurs qui sont allemands? D'abord, Spinoza n'était pas allemand. Mais c'est vrai que l'école de pensée allemande a une place prépondérante dans la pensée juive. Mais dans mon cours, on verra l'école américaine et l'école française et les penseurs du sionisme. Donc non, je ne parlerai pas que des Allemands tout le temps, bien que ce soit ce qui se passe dans les universités en Israël. Quand on va généralement à un cours de pensée juive, on a en long et en large et en travers de la pensée allemande. Et c'est ce qui a posé les bases de la société israélienne. Et on va voir ce soir d'ailleurs que Martin Buber est vraiment à la source d'énormément de choses dans cette société israélienne, que ce soit en politique, en éducation, en social, etc. Bon, évidemment dans la littérature et tout ça. Donc mon cours en général est composé de deux parties, une partie biographique et une partie qui va parler plutôt vraiment de la pensée des penseurs qu'on a choisis, avec le plus possible d'études de texte. Alors je vous ai apporté ce soir, c'est aussi une réflexion qu'on m'a faite, donc j'ai attaché les feuilles pour pas qu'elles soient disparates. Donc je vous ai photocopié l'article entier du premier discours de Martin Buber, que vous pouvez retrouver dans ce petit livre, Judaïsme, qui en fait regroupe tous les discours publics de Martin Buber quand il a commencé à être un jeune juif fier de lui-même en Allemagne et qu'il a fait comme ça pendant 10 ans des discours enflammés et où il a réveillé des millions, enfin des millions, non j'exagère, mais énormément de jeunes juifs allemands qui se posaient la question de savoir qui ils étaient. On était dans une vague immense de conversion au christianisme, c'était très en vogue dans ces milieux-là. Et Martin Buber fait partie des juifs qui veulent revenir. Mais revenir à quoi? C'est la question que Martin Buber pose. Parce que il veut revenir, mais il ne sait pas vers où il veut revenir, et il ne veut pas revenir en arrière. Et c'est ce qui va le mener jusqu'à Jérusalem. Alors, il a fait son aïeul, il avait quel âge? Attends. On va faire ça dans l'ordre. On va commencer par sa naissance. D'accord? Alors, à Vienne. Donc, il a grandi dans une famille qu'on appellerait plutôt assimilée. Ses parents faisaient partie de la Haskalah. C'était vraiment des flambeaux de la Haskalah. Un père... Peut-être que vous expliquez, peut-être des gens qui ne savent pas ce que c'est que la Haskalah. Alors la Haskalah, c'est le mouvement des Lumières qui a lieu en Allemagne et qui fait que justement tous ces jeunes juifs qui sont sortis du ghetto sont passés du petit monde des yeshivot et du shtetl au grand monde des universités laïques et se sont beaucoup perdus en route, mais où l'idéal est un idéal humaniste. Ça veut dire qu'il faut pouvoir, pour être dans la société allemande, maîtriser pleinement la culture et l'art allemand, et même plus universellement toute la culture humaine du moment. Donc évidemment, la figure centrale, c'est Goethe, qui représente vraiment l'homme de l'être, mais aussi l'homme de partage, l'homme de culture, l'homme de paix, l'homme de justice, etc. etc. Donc il a un père qui est qui est un riche agriculteur, qui a des grands domaines, et une mère qui s'appelle Élise. Et ce qui se passe, et qui va marquer
le jeune Buber de manière absolument terrible en fait. C'est qu'à l'âge de 3 ans, ses parents divorcent. Et il y a une scène absolument terrible qui arrive au jeune Mordechai Buber. Ses parents l'envoient jouer chez la voisine le jour où sa mère s'en va. Et ils sont sur le balcon, lui et sa petite amie, la petite voisine qui est avec lui. Et elle lui dit, ta mère, elle ne reviendra pas. Et on ne lui avait rien dit. Et on ne lui dira rien. Il va passer des années sans qu'on lui dise rien. Et il va écrire qu'il attend toujours ce rendez-vous raté. Et qu'il va vivre toute sa vie avec cette présence de l'absente. Et cette absente-là, c'est sa mère qui, à 3 ans, est partie et n'est jamais revenue. C'était en quelle année? Alors, c'est en quelle année? Ça, c'est... 3 ans de plus que la date. Oui, bah oui, 1878 plus 3. Ça fait 1881. Merci. Alors, attendez une seconde. Je cherche. Ah voilà, alors, qu'est-ce que j'ai organisé les choses pour que ce soit comme il faut. Alors voilà, regardez. Je vais vous lire juste un tout petit extrait. Il l'écrit lui-même. Il l'écrit lui-même. C'est dans Fragment autobiographique, sous le titre La mère. Tous deux manifestaient une égale réticence à évoquer les affaires personnelles dans la conversation. L'enfant, quant à lui, attendait de revoir sa mère prochainement. Cependant, aucune question ne franchissait le seuil de ses lèvres. Telle était l'atmosphère dans la maison grand-parentale au moment où se situe l'histoire suivante. La grand-mère du petit Martin, alors âgé de 4 ans environ, l'avait confié à la garde d'une fillette du voisinage qui était son aînée de quelques années. Tous deux étaient accoudés à la galerie de bois qui donnait sur la cour intérieure de la maison. Je ne saurais me souvenir avoir parlé de ma mère à ma grande compagne, mais j'entends encore la grande fille me dire « Non, elle ne reviendra jamais ». Je sais que je demeurais muet, mais je sais aussi que je n'ai pas émis le moindre doute quant à la véracité de la parole que je venais d'entendre. Cela est demeuré rivé en moi, cela s'est rivé chaque année davantage à mon cœur. Cependant, quelques 10 années plus tard, je commençais déjà à ressentir que cela ne me concernait pas moi seulement, mais l'être humain en général. Par la suite, je me suis forgé le mot « Vergenigung », mésencontre, pour désigner l'échec d'une Begegnung, une rencontre authentique entre hommes. Et lorsque je revis ma mère, après que 20 autres années furent passées, elle était venue de loin pour me rendre visite ainsi qu'à ma femme et à mes enfants, je demeurais incapable de regarder ses yeux, toujours encore étonnamment beaux, sans comprendre de quelque manière que c'est à moi qu'était adressé le mot « mésencontre ». Je présume que tout ce que j'ai appris au cours de ma vie en ce qui concerne la rencontre authentique remonte originellement à ce moment passé sur la galerie. Donc nous avons là peut-être le secret finalement de la genèse de toute l'œuvre de Martin Buber, de toute la quête de sa vie, mais en même temps la force immense de cet homme qui a su transformer une plaie béante de son enfance, un drame finalement, un traumatisme comme on dirait ça aujourd'hui, en une construction et une influence qu'il a eue, pas seulement sur les gens autour de lui, mais sur au niveau de la société israélienne, on va le voir, mais également il a révolutionné la pensée juive. Il est vraiment le fondateur de tout ce que vous pouvez lire aujourd'hui en termes de pensée juive moderne. Quand vous lisez Lévinas, par exemple, pour citer le plus connu, d'accord, et ben vous allez voir que tout est en filigrane du Martin Buber, finalement, déjà. Vous allez voir ça. Ok, donc ça c'était... Donc alors, qu'est-ce qui va se passer pour ce pauvre petit Martin? Il va donc vivre son enfance chez ses grands-parents. Shlomo Buber,
son grand-père, et sa grand-mère qui s'appelle... On va retrouver son nom au fil des choses. Mais pourquoi sa grand-mère est si importante? Parce qu'elle va avoir une influence énorme sur le petit Martin. Enfin, les deux vont avoir de l'influence sur lui, mais chacun à sa manière. Son grand-père, Shlomo Buber, est quelqu'un de très important dans le Yiddishkeit du moment. Il est homme de la Haskalah, mais il est aussi quelqu'un qui va recenser les midrashim et la littérature talmudique et en faire des encyclopédies, les premières encyclopédies de ce type. Et c'est sur ses pas que va marcher ensuite Martin Buber. Et à côté de ça, sa grand-mère, on va retrouver le prénom, elle est passionnée d'art et de littérature et de culture, et elle a dans le grenier une caisse de livres interdits de grande littérature, et c'est là-bas que le jeune Martin Buber va lire Tolstoï, Dostoïevski, Nietzsche. C'est grâce à sa grand-mère qu'il va les trouver dans le grenier, donc il aura en même temps le monde talmudique et le monde universitaire. Et en même temps, il va continuer à aller avec son père de temps en temps visiter les métayers qui travaillaient pour son père, qui avaient de grands domaines et qui parcouraient ainsi tout le pays. Et c'est là qu'il aura accès à ce qui est encore, ce qui est finalement ce qui reste des dynasties du chassidisme à ce moment-là. Donc en tant que petit garçon, il va voir ça réellement. Et ça va le marquer pour toute sa vie. C'est ce qui va ensuite faire que ça va être lui qui va apporter ce chassidisme dans ses écrits. Vous savez que son premier livre, c'est les récits, les contes de Rabbi Nachman de Breslev. Donc son enfance qui passe chez ses grands-parents, elle se passe à Lemberg en Galicie, qui est à l'époque l'Autriche-Hongrie et qui est aujourd'hui l'Ukraine. Et il apprend là-bas le yiddish, l'allemand, l'hébreu, le français et le polonais. En 1892, apparemment, il fait une espèce de petite crise certainement d'adolescence et laisse tomber tout ce qui peut être religieux, tout ce qui est pratique. Il fait une grosse crise, pas forcément de foi, mais en tout cas de pratique. Et il retourne à la maison paternelle. Et c'est là qu'il va commencer à lire Kant et Nietzsche. En 1896, il va se tourner vers la philosophie allemande et l'art qu'il va étudier à Vienne. En 1898, il va s'engager dans le mouvement sioniste, dont il sera un membre actif et engagé, et où déjà, il ne va pas toujours s'entendre cordialement avec Théodore Herzl, avec des vues du sionisme différentes, et des vues sur ce que doit être le futur État d'Israël divergentes. Là aussi, on va revenir en détail sur le sionisme de Martin Buber. C'est à ce moment-là, voilà, en 1899, il part étudier à Zurich et il étudiera là-bas avec Chaim Weizmann, sur les bancs de l'école du futur président de l'État d'Israël. Et il va rencontrer celle qui sera sa femme, Paula Winkler, plus connue plus tard sous le nom de plume de George Munch. Ouais. Non, pas Munch, le rap. Non. Non. Le peintre. Non, pas le peintre non plus, elle est écrivain. Ouais. Mais elle a fait comme George Sand, elle a pris un nom d'homme pour... Elle a pris son ouais, nom. elle a pris un nom d'homme. Et là... Alors... Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Paula Winkler. Et on a... alors, je ne sais pas si elle est encore vivante. Mais il y a, j'espère, à Jérusalem, quelqu'un qui s'appelle Margot Cohn et qui était la secrétaire particulière de Martin Buber quand il a vécu à Jérusalem et qui était, aux dernières nouvelles,
la directrice des archives de l'Université hébraïque de Jérusalem. Et elle a raconté des petites anecdotes croustillantes sur certaines choses qui ne sont pas écrites dans les biographies officielles de Martin Buber. Par exemple, que Martin Buber a rencontré sa femme. Alors non. D'abord, quand il a rencontré sa femme, il ne l'a pas dit à ses grands-parents, qui sont morts pas longtemps après. Et pourquoi il ne leur a pas dit? Parce qu'elle appartenait à la communauté catholique. Déjà. Et qu'en plus, elle vivait dans une commune anarchiste. Et qu'elle avait une liaison avec un juif converti à l'islam qui se faisait appeler Mehdi Sharif, je crois. Voilà, donc il n'a pas dit à ses grands-parents, et puis une fois qu'après ils sont niftar, et ensuite il s'est marié avec Paula, et il va rester toute sa vie avec. Mais donc il y a eu des enfants non juifs? Bonne Mais question. elle était juive ou pas, cette Paula Bonne Hitler? question aussi. Elle était juive? Attendez, on va retrouver. Oui, je pense que oui. Hein. Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est Non, mais c'est intéressant que le C'est père du intéressant. racisme C'est intéressant. se soit lié. C'est très intéressant. Et je vais retrouver, j'ai tout noté, alors je vous dis les choses, parce que j'arrive pas à retrouver ce que j'ai noté, mais c'est pas grave. C'est catastrophique. Je l'ai mis où, Paula Winter? Je l'ai certainement mis avec sa grand-mère, dont on n'a pas retrouvé le nom non plus. Ok, c'est pas grave, on va continuer. Table, le jamais. Je vois que Google qui peut nous sauver. Non, on va le laisser où il est, Google. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Noah Yuval Harari, qui faisait très peur avec les algorithmes. Et alors c'est fou parce que tout à l'heure, en préparant le cours, je suis tombée sur une phrase de Martin Buber qui dit en substance la même chose. Le danger justement de la manipulation de l'homme, de l'être humain et des collectivités par la science et par les moyens de technologie qu'on n'arrive plus à contrôler ou à maîtriser. Donc on va laisser Google de côté pour l'instant. Et ça fait partie, je pense, de la rencontre et de l'expérience bouberienne, justement cette authenticité et cette faillibilité de l'homme finalement. Ok. Donc, il aura 2 garçons avec Paula, Raphaël en 1900 et Chava en 1901. Et c'est intéressant. Elle s'est convertie, j'ai trouvé. Ah bah voilà. Elle s'est convertie au judaïsme? Ouais. Ouais, hein, c'est ça. Elle n'était pas juive? Bah non. Bah non, c'est ça. Bah non, c'est ça, elle était pas. Mais ça va bien avec la notion de rencontre. Oui, bah oui. Elle venait, voilà, j'ai retrouvé, c'était sous mes yeux en fait. Ses parents, ils sont morts en 1906 et elle venait d'une famille catholique munichoise. Et sa liaison s'appelait Omar Rachid. Et sa grand-mère, qui l'a tellement marquée, s'appelait Adèle. Mais ce qui intéresse... Ah oui, voilà, c'est ça que je voulais vous raconter. Ce qui est terrible, en fait. Vraiment terrible. Et en même temps... Est-ce que vous... Voilà. Donc, il a eu 2 garçons. Raphaël et un garçon et une fille, Raphaël et Chava. Et Raphaël va se marier avec Margaret. Et figurez-vous qu'avec cette Margaret, Raphaël, le fils de Martin Buber, va avoir également 2 enfants. Et quand le premier aura 4 ans, sa maman va s'en aller. Il ne reviendra pas. C'est terrible. Mais par contre, on sait ce qu'elle est devenue. C'est Margaret Buber Newman. Je recommande ce livre qui est incroyable. Et qui s'appelle Milena. Peut-être certains d'entre vous l'ont déjà lu.
Milena. Margaret. Milena, c'est l'amante de Kafka. C'est la muse de Kafka. Et Ah en bon? fait, Margaret Buber et Milena vont se rencontrer dans un camp de concentration. Ils vont devenir amis, intimes. Et leur vitalité, l'authenticité de leur rencontre dans ce camp va faire qu'elles vont arriver à survivre. Et elles vont se faire une promesse, c'est que celle qui sortira racontera l'histoire de l'autre. Donc c'est Margaret qui est sortie. Margaret qui est sortie de chez les nazis pour tomber chez Staline, et qui a fait les camps de concentration allemands et les camps de concentration soviétiques, et qui sortira des deux camps et qui écrira des écrits contre-révolutionnaires, qui sera une des premières, une femme très très forte, à qui on doit beaucoup d'écrits contre le totalitarisme et qui témoignera énormément ensuite. Donc voilà, je recommande celui. Revenons à Martin Buber. En 1910, ça c'était les détails croustillants. Ça y est, c'est fait. On était là. Donc il a rencontré Paula et il l'a épousée. En 1902, il crée Der Jude, le premier magazine juif en Allemagne, juif sioniste. Donc le juif, ça s'appelle Der Jude. Et il est très actif, donc il a à peu près 20 ans comme ça. Il est un peu touche à tout, brûlant, enthousiaste, mais très magnétique. Déjà, il a une présence folle. Et le premier discours qu'il va donner dans ce cadre-là, c'est ce que je vous ai photocopié. On ne le lira pas ce soir, il fait 10 pages, mais je vous l'offre pour le lire chez vous. Et peut-être regardez juste les premiers mots, vous allez voir pourquoi ça interpelle. La question que je vous pose aujourd'hui ainsi qu'à moi-même est la suivante. Quelle est la signification du judaïsme pour les juifs? Pourquoi nous disons nous juifs? Est-ce que parce que nous sommes? Qu'est-ce que cela veut dire nous sommes juifs? Je ne viens pas vous parler d'une abstraction, mais de votre propre vie, de notre propre vie. Et non pas des mécanismes superficiels de cette vie, mais de ce qui en constitue la justification et l'essence. Pourquoi nous disons nous juifs? Est-ce seulement parce que nos pères l'ont fait, par habitude héritée d'eux, ou bien exprimons-nous là notre propre réalité? Par habitude héritée, la tradition est la plus noble des libertés pour la génération qui l'assume, avec la conscience claire de sa signification. Mais elle est aussi l'esclavage le plus misérable pour celui qui en recueille l'héritage par simple opiniâtreté et paresse de l'esprit. Quel sens a pour nous cette tradition, ce nom, ce mot de ralliement, cet ordre de marche, judaïsme? Pour quelle sorte de communauté témoignons-nous lorsque nous nous déclarons juifs? Que signifie ce voyage, notre voyage, à travers l'abîme? Sommes-nous en train de tomber à travers l'espace nébuleux des millénaires dans l'oubli, ou bien existe-t-il une force qui nous porte vers quelque accomplissement? Voilà, donc les jeunes juifs allemands donc de la Haskalah qui sont très assimilés sont électrisés par ce discours de ce jeune Martin Buber qui leur prouve physiquement qu'on peut être à la fois de l'université et de la yeshiva, et même sioniste, et l'affirmer fièrement. Quelle réponse il a donné à tout ça? C'est ce qu'on va voir. Alors, en 1903 et 4, il commence justement à écrire sur le chassidisme et il publie sa première thèse qui s'appelle « Contribution à l'histoire du problème de l'individuation ». Alors, ce livre-là, Le problème de l'homme, c'est un vieux livre qui est finalement la genèse du fameux livre « Je et tu », Ishundu, le livre principal et majeur de Martin Buber. Et celui-là, c'est celui juste avant, et qui pose le problème. Quel est le problème de l'homme? C'est justement qu'il est
perdu entre cette philosophie grecque qui lui dit que l'homme vit et naît solitaire et que tout ce qu'il vit est tourné vers la mort. Ça, c'est le problème de l'homme. C'était un problème qu'on avait déjà vu, déjà soulevé par Rosenzweig, son ami, mais auquel Martin Buber va apporter d'autres réponses. Et puis pas seulement, ça c'est le problème de la philosophie grecque, mais il est également dans un monde où la technologie et le collectivisme nient aussi l'individu. C'est-à-dire l'individu est soit fondamentalement seul et solitaire et ne peut briser sa solitude, soit il appartient à une collectivité, à une foule où il n'a pas de visage. Et finalement, l'un et l'autre ne sauvent pas l'homme. Et ce que Martin Buber cherche, c'est à effectuer une révolution de l'intérieur, à changer l'homme à l'intérieur. Et cette révolution-là de l'homme est pour lui la plus grande utopie qui soit, la plus grande promesse d'avenir, de changer le monde et de sauver peut-être ce monde en changeant d'abord l'homme à l'intérieur. Et ce changement-là changera tout le réel, toute sa relation aux autres, tout ce qui est déjà ancré, tout ce qu'on croit être, va casser les chaînes de l'habitude finalement pour ouvrir un nouveau monde qui soit tourné vers l'autre. Donc là, j'ai donné déjà quelques clés. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que la jeunesse de sa pensée, elle est ancrée, enracinée dans le chassidisme. Parce que qu'est-ce qu'il a trouvé là-bas dans le chassidisme? C'est justement une vie où tout est lié. Il n'y a pas de différence entre le profane et le sacré. Où l'acte et l'esprit sont reliés. Parce que qu'est-ce qu'a apporté le chassidisme? Il écrit, Martin Buber écrit que la révolution que le monde moderne attend ne peut passer et ne passera que par le chassidisme. Qu'est-ce qu'il entend par là? Que le chassidisme a donné un corps finalement à l'esprit et a donné de l'esprit aux choses. Qu'est-ce que ça veut dire à part du verbage philosophique? Ça veut dire, tachles, que quelle que soit la chose que fait la personne, s'il y met toute sa kavana, alors cette chose-là sera kadosh, sera sacrée. Que ce soit d'élever ses enfants, de travailler la terre, n'importe quel geste du quotidien est rendu sacré par l'intention qu'on y met et par la manière de le faire. Quelque chose vous chiffonne pas là? Parce que je parle du chassidisme. Est-ce que il semble pas que j'ai oublié quelque chose? La joie. La joie, ok, c'est là. On est content de faire tout ça, c'est bien. Non, mais autre chose, parce que là, c'est ce qu'écrit Martin Buber, mais Gershom Scholem va lui reprocher d'avoir oublié quelque chose. Et c'est une des grandes questions qu'on va poser ensuite sur la vie de Buber. La dimension religieuse, c'est-à-dire? Il est religieux s'il pense que dès lors qu'il y a intention et la notion de sanctification. Alors, c'est une grande question. En fait, du moment qu'il a quitté ses grands-parents, Martin Buber ne pratiquera plus rien du tout. Absolument plus rien du tout. Et quand il va écrire sur le chassidisme et raconter la vie, une vie qui après la guerre n'existera plus, donc c'est une grande œuvre qu'il fait. Quand est-ce qu'il a écrit le premier, les récits chassidiques? Il commence en 1903. Les contes de Rabbi Nachman de Breslev, ils sortent en 1906. Mais ce que Gershom Scholem, c'est lui qui va le plus lui reprocher ça, c'est d'avoir gommé ce qui l'embêtait et écrit à sa sauce le chassidisme. Finalement, l'avoir... même les contes de Rabbi Nachman, c'est pas une traduction, c'est une réécriture. En tout cas, la version de Buber. Alors, c'est la grande question finalement de la vie de Martin Buber. Ah, je suis désolée, c'est à la maison. J'ai les enfants qui sont avec la babysitter. Allô? Ouais.
dans ton lit. Bonne nuit. La grande question, c'est ça. Si l'acte prime sur tout, alors il devrait être religieux. Et il n'est pas. Ah voilà, c'est ça. Il n'est pas du tout. Gershon Scholem lui reproche de ne pas être religieux. D'abord, il lui reproche d'avoir écrit à sa sauce sur le chassidisme. Et après, il va pas lui reprocher d'être religieux parce que bon, mais il va lui reprocher de ne pas être forcément intègre avec ce qu'il écrit. D'accord ? Et c'est vrai qu'il y a chez Martin Buber une différence entre il sépare religion et religiosité. C'est-à-dire le sentiment, l'esprit de religion et la religion pratique. Et c'est très 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 moderne ça. Et c'est Martin Buber qui... Alors, j'allais dire qu'il invente une nouvelle religion. Pas tout à fait, mais c'est ce que certaines personnes vont lui reprocher ensuite. Je vais vous donner plus Alors, de... quel est le condensé de la nouvelle religion? Alors, c'est ça. Je vais vous donner plus de détails. Je vais vous donner plus d'informations. Non. Non, attendez. Là, on parle du chassidisme, d'accord? Donc, il écrit sur le chassidisme de cette manière-là, en mettant l'accent sur l'esprit, d'accord? Et il va passer sous silence le fait que les chassidim sont des gens très pieux et très pratiquants, d'accord? Parce que c'est pas ce qui l'intéresse. Je vais vous donner tout le reste des informations et à la fin, vous ferez votre propre avis sur la question. On ne va pas le caser ni le mettre dans une case pour l'instant. En 1908, il fonde avec les anarchistes Gustav Landover, Eric Musson et Margaret Fass Hardegger le Sozialistischer Bund. Le Bund. En 1908, il écrit La légende du Baal Shem Tov. En 1910, entre 1910 et 1914, il va étonnamment s'occuper de tous les mythes fondateurs de la création du monde, de tous les récits. Il va s'intéresser aux récits asiatiques, aux récits orientaux. C'est de l'ethnologie finalement qu'il fait à ce moment-là. C'est très à la mode dans son milieu, mais c'est un des premiers à faire ça. Donc il est parti du chassidisme et il va explorer le champ des mythes et des légendes humains finalement pour essayer de comprendre. C'est là qu'il va aussi se heurter à Gershom Scholem, qui n'est pas toujours d'accord avec lui. En 1916, il va quitter Berlin où il était pour Oppenheim et c'est la Première Guerre mondiale. Alors, lors de la Première Guerre mondiale, il fait partie de la Commission nationale juive pour aider les juifs d'Europe de l'Est. Et en 1921, il fait la rencontre avec Franz Rosenzweig, une rencontre qui va changer sa vie. En fait, Franz Rosenzweig l'avait déjà entendu lors de ses grands discours enflammés et avait déjà, c'est-à-dire lui, Franz Rosenzweig, pendant ce temps, il avait déjà fait son propre chemin, il avait déjà commencé à revenir. On ne va pas revenir sur Franz Rosenzweig, mais voilà, il avait commencé à refaire son arme et à revenir. Et en 1921, ils se rencontrent et ils décident de collaborer. Et qu'est-ce qu'ils vont ouvrir à Berlin? Le Freie Jüdische Lehrhaus, la première maison d'études juives pour les adultes. Pas franchement un collège, mais un centre d'études juives. En 1923, il écrit le fameux Ishundu, Je et tu, en relation à revenir. En 1924, il arrête Der Jude. Et en 1925, il commence la traduction de la Bible en allemand avec Rosenzweig, dont je vous ai parlé tout à l'heure, avec ce procédé de germanification. C'est à ce moment-là qu'il devient également porte-parole de l'association Brit Shalom, que vous devez connaître de nom, qui est une association politique pacifiste qui à l'époque prône un État binational
Et il écrit que la mission du juif est de relier l'Orient et l'Occident, d'être un pont entre les peuples et les nations, et entre l'Orient et l'Occident, et que c'est pour ça, enfin, c'est dû à cette place singulière. C'est la pluie. La bracha, qui j'espère me permettra de rentrer à la maison quand même. Quand il parle de l'Orient et de l'Occident, il parle de l'Extrême-Orient. Et quand il parle de l'Extrême-Orient, pour lui, c'est déjà l'Asie. Il pense que Israël, c'est vraiment la plaque tournante entre l'Europe et l'Asie. Et que c'est ça, ce Moyen-Orient. C'est vraiment le milieu. De 1924 à 1933, il va enseigner la philosophie juive à Francfort. Et puis en 1933, il sera démis de ses fonctions par les nazis. Donc il ne peut plus enseigner à l'université. Et c'est là qu'il fonde l'Organisation centrale d'éducation juive adulte. Et c'est-à-dire, il sera démis de ses fonctions. De quelle fonction? Prof d'université, de philosophie. D'accord. Il crée quand même une association. Et il crée quand même à côté de ça une école pour les juifs pour continuer à apprendre, et lui à enseigner et eux à apprendre. Comment elle s'appelle cette école? C'est la traduction en français, mais bon, en allemand ça donne autre chose. Organisme central d'éducation juive adulte. Je vais noter l'allemand quelque part. Et donc ils vont se battre pour faire tenir ce truc-là. Ils vont se battre quelques années, mais ça va pas tenir longtemps. Il va devoir lui-même quitter très vite l'Allemagne avant que ça soit trop tard. Ouais. Et en 1938, donc c'est la date de son alia, il vient arrive à Jérusalem et puis en plus on lui déroule le tapis rouge parce que son ami Yehuda Magnes, le fondateur de l'université hébraïque de Jérusalem, lui propose une chaire d'anthropologie et de sociologie, il fait partie des premiers enseignants de l'université hébraïque de Jérusalem. C'est là qu'il écrit en 1941 Gog et Magog, qui est une histoire sur le chassidisme polonais et une utopie des communautés justement à ce moment-là. Et c'est là aussi qu'il devient membre et fondateur aussi du parti Ihoud, et qu'il écrit en 1946 Les Voix de l'utopie. Alors après la guerre, donc il est en Israël, il s'engage dans tous les engagements. Après la guerre, il va faire une grande série de conférences en Europe et aux USA, qui va durer 6 mois. Et en fait, ça sera très controversé parce que après la guerre, il y a beaucoup d'intellectuels juifs, israéliens, qui prennent, et pas que israéliens d'ailleurs, en France aussi, qui prennent position en disant nous ne retournerons pas en Allemagne. Nous ne pardonnons pas, ou s'il faut pardonner un jour, c'est pas maintenant. Il faut un temps pour le pardon. Ou il n'y a pas de pardon. Jean Kelevitch dira il y a des choses qu'on ne peut pas pardonner. Mais Martin Buber, lui, sera un des premiers, donc vraiment on est en 1951, donc on n'est vraiment pas loin de la fin de la guerre, et il sera un des premiers à retourner. En 1951, il reçoit le prix Goethe à Hambourg en Allemagne. Ah, il retourne quand Oui, même. oui, il y va consciemment, délibérément, volontairement, pour montrer l'exemple et renouer le dialogue. Mais ça ne l'empêchera pas d'écrire en 1952 L'éclipse de Dieu. En 1958, Paula meurt. Alors c'est terrible aussi, et ça c'est Margot, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui raconte cette anecdote. Donc, dans les biographies officielles, on a la mort de sa femme, d'accord ? Mais quand il va revenir de ces 6 mois de tournée finalement triomphale, où on l'acclame partout, et puis on le célèbre en tant qu'homme de paix et de dialogue, etc. Et on salue son œuvre, il a à ce moment-là je crois 80 ans, quelque chose comme ça, ouais, à peu près. Faites le calcul, mieux que moi. Juste avant de prendre le bateau qui doit les ramener en Israël, ils sont à Venise,
et sa femme a une attaque. Et elle va mourir à l'hôpital de Venise. Et lui va rentrer ensuite, tout seul. Et c'est là que sa petite fille viendra habiter avec lui à Jérusalem dans les premiers mois qui suivront le décès de sa grand-mère. Et ensuite, c'est là que cette Margot Cohn sera sa secrétaire particulière pour l'aider. En 1962, il reçoit le prix Bialik en Israël. Et en 1963, le prix Erasme à Amsterdam. Pour ceux qui ont vu la photo que j'ai postée aujourd'hui, pour vous rappeler que c'était ce soir, il y a Martin Buber très bien habillé avec un petit nœud papillon et il est à côté d'une jolie dame un peu dénudée qui sourit. C'est la princesse Béatrice à Amsterdam, justement lors de la remise du prix Erasme. Et le 13 juin 1965, il meurt à Taïbé, dans sa maison, à Jérusalem. Et Margot Cohn raconte l'anecdote que l'épicerie, la Macolette du coin de la maison de Martin Buber s'appelle chez Rosenzweig. Voilà, donc ils n'ont jamais été bien loin l'un de l'autre. Et on le trouve finir sa vie à écrire des exégèses. C'est Talbier, vous voulez dire? Ouais. Vous avez dit Taïbé. Ah oui, moi aussi je comprenais Ça, pas. je comprends. Non, le quartier de Jérusalem. C'est Talbier. Voilà, ok. Et il finit sa vie en écrivant des commentaires sur les prophètes. Donc ça, c'est... Et où est-ce qu'on trouve ces commentaires? il y a un livre qui est paru à la fin sur les prophètes, qui s'appelle... je sais plus comment il s'appelle. D'accord. Je te dirai. Je recommande ce livre. Je recommande ce livre qui est pas un livre de Martin Buber, mais qui est un livre sur Martin Buber et qui est de Théodore Dreyfus. Qui est Théodore Dreyfus? C'était un des élèves d'André Neher, avec Beno Gross et Bernard Picard et Lucien Lazare. C'était, on les appelait les 4 mousquetaires. Et Théodore Dreyfus, qui est mort très jeune, a eu le temps d'être chef du département de pensée juive de Bar-Ilan et d'écrire et de traduire. C'est un des premiers à avoir traduit justement Martin Buber, à l'avoir fait découvrir en français. C'est une des toutes premières biographies qui a été écrite sur Martin Buber, avant Lévinas. Théodore Dreyfus. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler, sa femme, c'est Jacqueline Dreyfus, qui est une psychanalyste, qui était une psychanalyste très connue. Et son fils, peut-être aussi vous avez entendu parler, qui est mort jeune, qui était Chabad, un Rav Chabad très connu à Natania, le Rav Netanel Dreyfus. Vous savez pas déjà. Enfin, voilà, des gens importants, on aura l'occasion de reparler. Alors, sur Buber et Herzl, voilà la différence qu'il peut y avoir entre les deux sur le sionisme. De retour à Vienne en 1901, Buber y devient entre autres rédacteur en chef de Die Welt, publication de l'organisation sioniste qui avait été fondée par Theodor Herzl, viennois d'adoption, et qui avait fait de Vienne à cette époque le centre mondial du sionisme. Buber se situa presque toujours en opposition avec la ligne prônée par Herzl. Il ne niait ni ses mérites, ni sa sincérité, ni les attraits que confère une personnalité charismatique. Cependant, face à la ligne politique représentée par Herzl, Buber s'est systématiquement employé à faire valoir la voie du renouveau spirituel. La reconstruction spirituelle du peuple juif sur sa terre, telle que l'entendait Buber, allait de pair sur le plan même de sa dynamique interne avec une entente avec les Arabes. Buber admirait la hauteur de visée de l'État juif de Herzl, tout en estimant que ce dernier, personnalité de format moyen au demeurant, représentant typique de la bourgeoisie du XIXe siècle finissant, n'arriverait jamais à se hisser au niveau de ses responsabilités historiques, incapable de prendre le pouls des masses juives et prisonnier de son rôle de père fondateur. Seul et unique interprète autorisé du sionisme dont il avait jeté les bases dans son État juif.
Ses jugements souvent rapides étaient nés dans le feu de l'action et portaient la marque de l'engagement passionné de son auteur. Cependant, lorsqu'il mourut, Buber sut lui rendre un vibrant hommage. Nous trouvons là un trait qui caractérise bien le personnage de Buber. Capable de passion, donc d'injustice, mais aussi capable, revenu à une plus grande égalité d'humeur, de rendre justice. Socialisme et sionisme. C'est ainsi que l'histoire moderne a fait irruption à l'aube de ce siècle dans la vie de Buber. L'histoire dans le registre double de l'universalisme et du particularisme. Donc ça, c'est là. Alors, si vous voulez voir plus loin, vous pouvez aussi aller voir ce recueil, Les lettres choisies de Martin Buber, où vous avez justement des lettres entre Herzl et Buber. Il y a aussi des lettres, il y a par exemple une lettre de Albert Einstein à Buber qui parle de sa position sioniste, ou contre Herzl justement, et de sa prise de position pour l'État binational de Einstein. Il y a une lettre de Lou Andreas Salomé aussi, par exemple, à Buber. Il y a une lettre de Buber enflammée à Gandhi pour lui dire qu'il n'est pas d'accord avec sa condamnation de l'État d'Israël et que oui, on a le droit de se défendre. Enfin, il y a plein de lettres très intéressantes, je vous conseille. Mais quelle est j'ai pas bien compris, excusez-moi. Non. La divergence sur le sionisme, Sur le sionisme entre Martin Buber et Herzl. Elle est sur un Herzl. pied. Bah, d'abord, la première chose, c'est la terre elle-même. Parce que Herzl, au départ, n'est pas forcément pour un État juif en Israël, alors que Buber l'est directement, automatiquement, parce que Buber travaille sur la Bible et les prophètes, c'est la source de sa pensée. Donc déjà là-dessus, ils ne sont pas d'accord. Et puis ensuite, ils pensent que rien ne peut être créé sans prendre en compte la population arabe. Oui, ils avaient parlé de l'Ouganda aussi. Voilà. Et Buber pense que ça doit se faire en Israël avec les Arabes. Et on doit trouver une solution. Donc déjà, il écrit ça, on doit trouver une solution ensemble à ce moment-là. Alors, Il est soutenu par qui? quoi? Il est soutenu par qui dans cette orientation? Est-ce que ça crée une levée de bouclier? Est-ce que, au contraire... C'est un moment très passionné où il y a des gens des deux bords qui se déchirent. On a les congrès sionistes mondiaux qui sont des pugilat. Exactement, donc c'est très mouvementé. C'est très mouvementé, mais après c'est de l'histoire. Alors, j'aimerais qu'on parle du dialogue quand même. Ça, j'aimerais qu'on parle. Quelle heure il est? Ouais, quand même. Ok. Donc ce jeu est tu. Non, c'est bien, on a vu le chassitisme, donc on va parler vraiment du dialogue, ok, rapidement. Voilà. Les bases de la pensée de Buber qui sont écrites dans ce tout petit livre qui est très facile d'accès. Même pour une personne qui n'a jamais lu de philosophie, qui n'a jamais lu de pensée juive, Martin Buber écrit très simplement. Très 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 simplement. Et c'est incroyablement clair et puissant. Donc je conseille ce petit livre qui a été réédité depuis. Ça, c'est une des premières éditions qui a été préfacée par Gaston Bachelard. Il a eu énormément d'influence sur les existentialistes. Gabriel Marcel, par exemple, avait lu Martin Buber. Et je vous ai photocopié le début, les mots du début et la page de la fin. Alors, désolée de vous avoir gâché mais c'est pas grave, ça vous donne un petit aperçu. Donc on va lire ensemble juste les premiers mots, qui s'appellent justement les mots principes. Le monde est double pour l'homme, car l'attitude de l'homme est double en vertu de la dualité des mots fondamentaux, des mots principes qu'il est apte à prononcer. Les bases du langage ne sont pas des mots isolés, ce sont des couples de mots. L'une de ces bases du langage, c'est le couple « je-tu ». L'autre est le couple « je-cela », dans lequel on peut aussi remplacer « cela »
par il ou elle sans que le sens en soit modifié. Donc le jeu de l'homme est double lui aussi, car le jeu du couple verbal je-tu est autre que celui du couple verbal je-cela. Les bases du langage ne sont pas des noms de choses, mais des rapports. Les mots qui sont à la base du langage n'expriment pas une chose qui existerait en dehors d'eux, mais une fois dits, ils fondent une existence. Ces mots fondamentaux sont prononcés par l'être lui-même. Alors, toute la pensée de Martin Buber, elle est fondée là-dessus. Un être humain ne naît pas à lui-même. Il naît toujours aux autres. Et avant même de naître, il est déjà en relation avec l'autre, dans le ventre de sa mère. Donc sa première impression de lui-même va être une impression en reflet ou en résonance avec une autre personne. Et toute l'existence humaine est une existence en rapport et en relation. Quelle sorte de rapport existe dans le monde, dit Buber? Deux sortes. Le rapport je-tu, c'est-à-dire le rapport de sujet à sujet, où les deux personnes sont à égalité, et les deux personnes sont souveraines, ça veut dire qu'il n'y a absolument aucune prise de pouvoir d'une des deux personnes sur l'autre, et que ce sont deux volontés et deux... Ah oui, ce sont deux volontés réciproques qui vont l'une vers l'autre, mais également, il écrit une sorte de grâce. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Une espèce de miracle qui se passe quand, entre deux personnes, le contact passe. On dit, il y a eu quelque chose. Pas forcément. Pas forcément. Oui, l'alchimie, mais ça peut être autant avec une personne qu'avec une chose, qu'avec un paysage, qu'avec un minéral ou un végétal. Et c'est quand le rapport s'établit. Et le rapport s'établit dans l'entre-deux. Et il est celui qui a créé l'expression la ligne de partage. C'est cette ligne de partage, cette entre deux personnes, c'est là-bas que se passe la relation, le rapport. Donc ça, c'est la première sorte de rapport. C'est le rapport d'authenticité. C'est ce vers quoi il faut tendre pour vivre une vie pleine de sens et authentique. Et à côté de ça, on a un autre rapport, le je-cela. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? En allemand, on a ich und du, je et tu, et ich und es. Es, en allemand, on la traduit cela en français. En hébreu, si vous lisez le livre en hébreu, ils sont allés chercher un mot très bizarre. Je crois qu'ils ont créé le mot pour Buber. Ani, veata, d'accord, je et tu. Ani, laz. Ouais. Laz à lazazé, parce qu'il n'existe pas en hébreu de neutralité, comme en allemand, ou comme en français, ou comme même en anglais, d'accord, le it.